24 heures avant la diffusion de ces images, Nicolás Maduro était président du Venezuela. Désormais menotté, escorté par les autorités américaines, il ironise. Pour Nicolás Maduro, l'année a commencé par sa capture et celle de son épouse, une opération ciblée et millimétrée. Il est 2 heures du matin hier lorsque les premières frappes explosent sur Caracas. Des bombardements pour neutraliser les installations militaires qui réveillent les habitants. À 3 heures, des avions sont aperçus dans le ciel vénézuélien. Une extraction si précise qu'elle a nécessité le lancement de plus de 150 avions, tous se réunissant au bon moment et au bon endroit pour multiplier les effets de surprise. Cet assaut éclair est en réalité l'aboutissement d'une longue opération d'espionnage menée par les services de renseignement américains, car se joue aussi la capture du président du pays, Nicolás Maduro. Au mois d'août, la CIA déploie à Caracas une petite équipe et une poignée de drones furtifs. Leur objectif, recueillir le maximum d'informations sur le dirigeant, suivre tous ses faits et gestes. Pour comprendre comment il se déplaçait, où il vivait, où il voyageait, ce qu'il mangeait, ce qu'il portait, quels étaient ses animaux de compagnie. Quelques jours plus tard, c'est une photo historique qui est publiée par Donald Trump. On y voit le président vénézuélien, yeux bandés, mains menottées, à bord d'un navire de guerre américain. Une opération suivie minute par le locataire de la Maison-Blanche, qui, quelques semaines plus tôt déjà, avait fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes et même évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela, affirmant que les jours de Nicolás Maduro étaient comptés. Transporté jusqu'à New York, Nicolás Maduro a été transféré en hélicoptère au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement connu pour héberger des prisonniers de haut rang. Il doit désormais y être jugé pour corruption et trafic de drogue. Et on en parle avec le général Pellistrandi qui est sur ce plateau, consultant défense BFM TV. Général, on va voir des images notamment de avant-après, des images de Caracas et de différents sites qui ont été pris pour cible par les États-Unis. Donc avant, on voit effectivement, on va dire des bâtiments et ensuite voilà. Après. Et on a eu le récit du chef d'état-major américain. Rien, absolument rien n'a été laissé au hasard dans cette opération. Oui, tout à fait. C'est une préparation qui a commencé très en amont et même avant, on va dire, avant le mois d'août de l'année dernière. C'est l'accumulation de centaines de données et une progression dans l'acquisition du renseignement. Donc on a ces images satellitaires pour montrer ce qui a été frappé, aussi pour expliquer que les objectifs qui ont été touchés sont des objectifs militaires. Point un peu particulier, on a vu des images de matériel détruit. Il faut savoir que 90% du matériel militaire du Venezuela est soit d'origine soviétique, russe ou chinois. Donc c'est pas non plus une très bonne publicité pour Moscou ou Pékin, puisque leurs armements ont été totalement incapables, en quelque sorte, de protéger Maduro. Et ça, ce sont des éléments qui, effectivement, sont extrêmement importants. Donc, renseignement technique, on l'a vu avec des images satellitaires, et puis le renseignement humain, savoir qu'est-ce que mange Maduro, comment s'habille-t-il, quelles sont ses habitudes, parce qu'il fallait avoir un renseignement extrêmement précis pour que l'opération réussisse pleinement, et c'est le cas. Il faut dire que techniquement, l'opération a été parfaitement maîtrisée. Il n'y a pas de perte du côté américain, et avec un résultat spectaculaire dans un temps très court, puisque l'opération a pris moins de 12 heures. Philippe Charlez, bonjour. Bonjour. Êtes expert en questions énergétiques. Donald Trump a annoncé hier que les sociétés américaines allaient exploiter les immenses réserves de brut du Venezuela. Au fond, c'est open bar, si je puis dire, ou en tout cas, c'est la voie est libre pour les États-Unis pour pouvoir exploiter cette richesse. Alors d'abord, il faut se rappeler que le pétrole est indissociable, l'histoire du pétrole vénézuélien est tout à fait indissociable de la situation qu'on vit aujourd'hui. Le Venezuela est un pays historique du pétrole, puisque le pétrole a été découvert dans le lac de Maracaibo en 1922, donc c'est-à-dire avant le Moyen-Orient. Donc ça veut dire que c'est vraiment un pays historique.
Il détient aujourd'hui les réserves reconnues les plus importantes au monde, hein, c'est 300 milliards de barils, donc c'est plus que là, ou pratiquement l'équivalent de l'Arabie Saoudite. Maintenant, il faut, disons, mettre un petit bémol parce que dans ces 300 milliards de barils, c'est essentiellement ce qu'on appelle des huiles lourdes, c'est-à-dire que ce sont des huiles qui sont très visqueuses, si vous voulez, et donc dont la récupération est très compliquée. Un champ pétrolier, en moyenne, on va récupérer entre 30 et 40%. Les huiles lourdes, on va récupérer à peine une dizaine de pourcents. Et oui, donc c'est une matière qui est difficile à travailler. Que c'est 8 ou 12, donc je vous dis 10, c'est sûr que c'est 8 ou 12, ça peut jouer beaucoup sur les réserves récupérables. Donc ça veut dire qu'il faut prendre ces réserves avec circonspection. En dehors de ça, donc, la production du Venezuela, dans les bonnes années, c'est-à-dire avant Chavez, hein, il faut le dire, c'était environ 3,5 millions de barils jour, et on est tombé aujourd'hui à 700 000 environ. Donc, c'est-à-dire que il y a deux facteurs qui ont fortement joué dans cette réduction de la production pétrolière. La première, c'est tout ce qui s'est passé en 2002, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu une espèce de révolution interne dans les compagnies pétrolières parce que Chavez voulait tout nationaliser. Et donc, d'un coup, l'ensemble du monde pétrolier de 40 000 personnes, il en a viré 20 000 d'un coup. Donc, c'est-à-dire que le Venezuela s'est pratiquement retrouvé sans aucune ressource humaine. Ça a d'ailleurs fait le bonheur des compagnies pétrolières mondiales parce qu'on retrouve aujourd'hui d'excellents ingénieurs vénézuéliens. Moi-même, chez Total, j'en ai connu de nombreux et ils étaient vraiment d'excellente qualité. Et la deuxième raison, c'est évidemment la détérioration des installations pétrolières. Donc, ça signifie que si Trump, pour répondre à votre question, veut essayer de relancer l'industrie pétrolière, il va devoir investir énormément. Et d'ailleurs, il l'a dit qu'il s'attendait à ce que les grands pétroliers américains investissent des milliards de dollars et ça prendra du temps. On va surveiller ça, évidemment. Ce qui frappe depuis hier, c'est évidemment l'opération, l'incroyable opération, mais aussi la manière dont Donald Trump communique sur cette opération. Regardez, on en parle juste après. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. And now, if you don't know, now you know. Sicker than your average. Pop a twist cabbage on instinct. Niggas don't think shit. Olivier Ravanello, c'est un clip posté par la Maison-Blanche ces dernières heures et ça en dit long sur l'opération de communication derrière l'opération militaire. Oui, c'est une opération qui se poursuit. Hier, il y avait déjà eu un clip où on voyait les images des bombardements avec une musique Fortunate Son qu'on retrouvait dans Apocalypse Now. Donc il y a une volonté de la part de la Maison-Blanche de vraiment montrer que Maduro a été mis à genoux. Et là, le clip, on le voit, il y a une forme d'ironie avec la véhémence de Maduro qui s'éteint à partir du moment où il a été capturé par les États-Unis et un Trump qui arrive en majesté sur une musique de rap en jouant un peu les gros bras avec un ralenti et un Trump qui roule des épaules. Ça fait partie de cette communication, ça fait partie aussi de la volonté de montrer que Maduro n'est plus un président, qu'il ne l'était même pas avant. Dans les mots et dans la bouche de Trump, il était à la tête d'un narco-État, d'un État-cartel qui n'avait comme autre obsession que de alimenter son pays et sa propre fortune avec le trafic de drogue, et que c'est pour cette raison qu'il va être jugé pour trafic de drogue et pour trafic d'armes. Et donc tout est fait et dans cette mise en scène pour montrer qu'il n'est pas président, que c'est pas un président qu'on va juger, c'est juste un détenu de droit commun.